Katia. Alors Arnaud, on voit bien en ce moment, les marchés sont fébriles depuis 1 an, voire 1 an et demi. La situation est assez complexe et confuse. C'est compliqué depuis 18 mois, mais je pense qu'il faut faire le distinguo entre ce qui s'est passé avant août et ce qui se passe depuis août. Si on remonte un tout petit peu en arrière, avant août, c'est-à-dire de mai 2010, le moment où la Grèce a chuté, a été dégradée à junk, jusqu'au mois d'août, on a une situation compliquée et très pénible parce qu'on était un peu entre verre à moitié vide et verre à moitié plein. On avait une croissance qui tenait plus ou moins, on sentait que les valorisations n'étaient pas trop chères, mais on voyait bien que la situation était en fait relativement intenable et que cette croissance n'était pas vraiment auto-entretenue. On sentait bien qu'à un moment ou à un autre, ça allait basculer du mauvais côté, et on se demandait quand. Voilà, donc en fait, en gros, on restait positif sur les classes d'actifs risqués, mais en se demandant quand ça allait basculer du mauvais côté. Ce qui était très désagréable. Et c'est une situation qu'on a à la gestion assez mal vécue parce que on aime bien qu'il y ait des tendances sur le marché et on aime bien surtout qu'il y ait une logique forte. Et là, on sentait bien que la logique était faible, elle était très faible et on était sur la corde raide. Alors depuis août, c'est un peu différent. Depuis août, les marchés ont basculé clairement du mauvais côté. Les marchés retrouvent une logique forte qui est une logique en fait de constat de ralentissement économique. Et la tendance est claire. Alors elle est négative, elle est baissière, hein, mais elle mérite d'être claire. Et elle est claire avec une logique assez forte. Donc autant on était vraiment mal à l'aise jusqu'au mois d'août avec ces marchés que je dirais compliqués et confus, autant il me semble que depuis quelques mois, on a beaucoup moins de confusion. On a une situation désagréable en termes d'actifs risqués, mais on a une situation qui est relativement propre. Vous nous avez expliqué les éléments récents qui ont guidé les marchés, mais quels sont pour vous les fondamentaux long terme des marchés et leurs perspectives? Si vous voulez, moi je vais d'abord revenir sur la situation des marchés telle qu'elle est. Alors quand je disais que les marchés sont mauvais depuis quelques temps, on le voit bien hein, sur le premier slide, les marchés ont décroché aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On le voit, les spreads de crédit corporate se sont tendus, hein, donc le marché du crédit lui aussi s'est détérioré. Et dans le même temps, il y a une fuite vers la qualité. Donc les taux des meilleurs emprunts d'État, en particulier les emprunts d'État allemands, se sont mis à baisser fortement. Et on est tombé d'un coup d'un seul en l'espace de 4 mois, de 3,50 sur les emprunts d'État allemands à un peu moins de 2%. Donc on a clairement le constat de marché en pleine débâcle. Dernière mesure de cette débâcle, c'est le troisième slide. On voit sur les spreads sur emprunts d'État de France, d'Espagne et d'Italie, le stress financier qu'il y a sur le marché européen depuis maintenant 18 mois, mais qui s'est intensifié depuis le mois d'août. Et on voit clairement là sur ce slide l'explosion des spreads italiens, espagnols et aussi français depuis peu, ce qui est une nouveauté. Et pour terminer, slide numéro 4, on voit l'effondrement, disons la baisse significative des marchés émergents. Vous voyez que le Hang Seng, depuis le plus haut, a perdu environ 35%. Le Bovespa a chuté significativement au Brésil. Donc on voit que la situation est clairement mauvaise. Alors vous me parliez de la situation macroéconomique. Et je pense que dans les choses à prendre en compte aujourd'hui, c'est-à-dire macro, valorisation et sentiment de marché, la macro est clairement aujourd'hui l'élément le plus important. Il faut avoir une vision à peu près claire de ce que va être les rythmes de croissance dans le monde pour pouvoir faire un pronostic sur les classes d'actifs risqués. Alors là, on le voit clairement sur ce slide, on voit que les perspectives sont clairement en train de se dégrader dans toutes les zones économiques. Et ça, c'est le cas depuis à peu près le mois d'avril. Donc depuis le mois d'avril, on a vraiment une inflexion, un retournement des perspectives de croissance économique. Et la meilleure mesure, ce sont les indicateurs avancés. Non pas les indicateurs en dur, mais des indicateurs avancés, souvent des sondages auprès de chefs d'entreprise ou de ménages. Et là, on voit sur ce slide donc, que l'ISM manufacturier aux États-Unis baisse significativement et il ne s'est pas encore retourné à la hausse, même s'il a fait un blip sur le dernier chiffre. Pour l'ISM des services, qui représente 70% de l'activité économique américaine, là aussi, on a fait une chute depuis le mois d'avril et pour l'instant, on ne s'est pas retourné à la hausse. On reste sur un niveau de 53-54, qui est un niveau en fait intermédiaire, à partir duquel on peut soit repartir dans une phase de croissance, soit rechuter sous les zéros de croissance, c'est-à-dire en récession. Seul élément positif, sur l'ISM manufacturier, sur la partie commande nouvelle, on remarque en effet un blip un peu significatif sur le dernier chiffre, ce qui là n'est pas si mauvais, et c'est à surveiller. Ça peut être
un signe préliminaire d'un indicateur avancé. Autant dire qu'on va chercher assez loin des possibilités d'amélioration des conditions économiques. Mais pour l'instant, les choses sont plutôt à la baisse, surtout les indicateurs avancés américains. Chose aggravante, l'ECRI, le CRI, qui est dirigé par un économiste qui s'appelle Ashutam, que je respecte éminemment, que je respecte, parce qu'en fait, il ne s'est jamais trompé sur les 15 dernières années. Il a prévu toutes les récessions économiques américaines, et il n'en a annoncé aucune qui ne se soit pas produite. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de faux appels à récession, il n'a fait que des appels justes à récession, et en plus, il a bien aussi indiqué les moments de sortie de crise. Or, l'ECRI, à la fin du mois de septembre, a annoncé que son observation des indicateurs avancés et des cycles tels qu'il les mesure nous amenait à une récession inévitable aux États-Unis dans un avenir relativement proche. Alors qu'il peut être à 1 mois, 2 mois, qui peut être à 3, 4 mois, mais dans un avenir relativement proche, pour l'ECRI, il n'y a pas de doute, on va vers une récession. C'est assez inquiétant de la part d'un organisme qui, pour l'instant, ne s'est jamais trompé et qui a l'avantage de considérer les choses de façon un peu iconoclaste, non pas en regardant des chiffres économiques et en faisant des prévisions sur les composantes de l'économie comme le font les économistes, mais en étudiant les cycles et les enchaînements logiques dans les cycles, et ces enchaînements logiques qui conduisent à une amélioration des choses ou à une détérioration des choses. Et pour eux, aujourd'hui, la détérioration est inévitable, on va vers une récession. Donc ça, c'est assez embêtant. En Europe, par contre, les choses sont nettement plus mauvaises. Alors là, vous avez des indicateurs sur ce slide, les indicateurs avancés de l'activité économique en Europe. Et là, vous voyez clairement sur le sondage des chefs d'entreprise, au niveau européen, on voit un retournement d'activité qui est manifeste. Sur le sondage Zoo, que connaissent bien les gérants capitaux, les gérants de fonds, le sondage Zoo qui mesure le sentiment des investisseurs eux-mêmes, des professionnels, alors là, on est clairement dans une situation de détresse, puisque l'indicateur s'est complètement effondré depuis 6 mois. Donc en Europe, les choses laissent présager d'un ralentissement beaucoup plus important qu'aux États-Unis, et à mon sens, on est déjà en récession en Europe. Voilà. On est aujourd'hui, au mois de novembre, en récession en Europe, même si on ne le dit pas encore clairement, hein, on nous l'annoncera probablement avec retard en début d'année prochaine, mais on va probablement déclarer que la récession européenne a commencé au 4e trimestre de cette année. Sur ce dernier chart, vous voyez aussi que l'IFO, dans la partie attente, baisse significativement. Donc même en Allemagne, les choses se retournent. Et même en Allemagne, on va vers la récession, ou en tout cas on va vers une croissance nulle. Et sur le PMI Eurozone, pareil. La récession est relativement probable. Voilà. Alors, dernière chose, vous allez me dire les marchés émergents. Bon, les marchés émergents vont plutôt bien parce qu'ils sont en croissance. Mais les marchés émergents ralentissent. Le problème des marchés émergents, c'est qu'ils ralentissent de façon volontaire parce qu'ils voulaient éviter un excès de tension inflationniste. Et donc les politiques monétaires se sont fortement durcies depuis 18 mois dans les pays émergents, en Chine, au Brésil, en Inde, de façon à provoquer un ralentissement. Le coup de pas de chance pour ces pays-là, c'est que dans le même temps, on a un ralentissement des pays matures comme l'Europe et les États-Unis. Et donc, si vous voulez, il y a double peine dans les pays émergents. Là où ils pensaient ralentir un peu grâce à leur politique monétaire, ils ralentissent beaucoup plus fortement sous l'effet d'entraînement des économies matures. Et donc là, vous avez sur ce slide les PMI chinois qui montrent un ralentissement clair. Si on prenait le PMI officiel et non pas le PMI market, comme vous le voyez sur ce graphe, il ne se stabilise pas, il continue à baisser. Sur le PMI brésilien, qui est le PMI market, là ça baisse clairement et ça ne se retourne pas, il n'y a pas de doute. Et quant au PMI indien, là il n'arrête pas aussi de dégringoler. Et on voit clairement qu'en Inde, même si on a encore un rythme de croissance de 6,5% actuellement, on est en train de décélérer significativement et on va aller certainement à un rythme de croissance plus bas. Voilà donc pour les situations macroéconomiques sur les indicateurs avancés. Vous le savez, une économie, c'est consommation, investissement, dépenses publiques et solde extérieur. La situation actuelle, pour les schématiser, c'est que les grands freins de nos économies matures, c'est la dépense publique. Pourquoi ? Parce qu'on est rentré dans une phase d'austérité afin de réduire les déficits et de stabiliser les dettes publiques, aussi bien de l'Europe que des États-Unis. Et donc la dépense publique est un contributeur négatif à la croissance économique, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis.
S'il n'y avait que ça, ce ne serait pas gênant. Mais dans le même temps, on constate aussi qu'il y a un fléchissement de la consommation des ménages et de l'investissement. Et c'est là que le bât blesse. Alors, si vous voulez, je vais regarder les choses un tout petit peu zone par zone. Aux États-Unis, la consommation des ménages sur le slide, vous le voyez, elle ralentit, mais elle tourne encore autour de 2%. Le problème, c'est que ça risque de ne pas durer. Pourquoi? Parce que sur le slide suivant, vous le voyez, au niveau du revenu des ménages, qui est composé aujourd'hui aux États-Unis pour 22% de transferts fiscaux, ce qui est très embêtant. 22% du revenu des ménages américains est composé de transferts fiscaux. Alors, ces transferts fiscaux vont se réduire dans les années qui viennent, puisque sous l'effet des politiques d'austérité américaines, les ménages bénéficieront moins de la manne publique. Eh bien, ce revenu disponible, d'ores et déjà, est en train de se stagner. Pourquoi? Parce que les créations d'emplois sont faibles, parce que le revenu horaire ne monte pas et parce que le nombre d'heures travaillées ne monte pas non plus. Donc avant même la baisse des transferts fiscaux, vous avez un revenu des ménages qui stagne aujourd'hui. Il va probablement continuer de stagner, voire même risque de baisser dans les trimestres qui viennent. C'est ça qui est embêtant. Et la seule chose qui explique le fait que la dépense des ménages se stabilise autour de 2%, c'est que, comme vous le voyez sur le graphique, le taux d'épargne aux États-Unis a rebaissé. Il est retombé de 6% à environ 3%. Et ça aussi, c'est quasiment intenable, parce que les ménages américains sont psychologiquement dans une situation de deleveraging, de réduction de leur dette, qui elle aussi est importante. Donc, de ce côté-là, les nouvelles ont l'air bonnes pour l'instant, mais en fait, elles risquent de tourner vinaigre dans les mois qui viennent, parce que ce revenu disponible va continuer à stagner, le taux d'épargne risque de remonter, les transferts fiscaux vont probablement se réduire dans les trimestres à venir, et donc il y a fort à parier que la consommation aux États-Unis va se tasser un peu plus. Et donc, là où on est à 2% de dépenses des ménages, on pourrait très bien tomber vers 1, 1,5, 0. Du côté de la confiance des ménages, qui est un indicateur aussi avancé de leur taux d'épargne, vous le voyez sur ce slide, eh bien elle baisse, ce qui là aussi n'est pas bon signe, parce qu'ils pourraient vouloir épargner un peu plus. Du côté de la dépense publique américaine, sur ce slide, vous le voyez bien, et je vous en ai parlé, la contribution des dépenses publiques aujourd'hui est récessive, c'est-à-dire qu'elle ajoutait 2,3 de croissance à la croissance américaine en 2010, vous le voyez là. Elle a retiré 0,6% de croissance au PIB américain cette année. Et selon les estimations de différents organismes, et là vous voyez celui d'Exane, qui est un bureau d'études sérieux, filiale de BNP, on risque d'avoir 1,4 de croissance en moins à cause de la politique d'austérité à venir en 2012 aux États-Unis. Donc, clairement, une contribution très négative. En Europe, on a plus ou moins la même chose. On a des ménages qui consomment relativement peu. La consommation tourne autour de 1,5-2% actuellement en Europe. Elle peut baisser plus parce qu'on a beaucoup de pays où le moral des ménages est en berne, surtout dans les pays d'Europe du Sud. Même en France, le moral des ménages est en berne. Le taux d'épargne est élevé. Et en fait, le blocage psychologique de la consommation en Europe n'est pas dû au fait qu'il doit y avoir un désendettement nécessaire. Les ménages européens sont relativement peu endettés. Mais il est dû au fait que les grandes réformes n'ont pas encore été faites. Donc en fait, les ménages européens ont un doute sur la trajectoire future des politiques publiques, sur la trajectoire future de leur sécurité sociale, sur leurs perspectives de plan de retraite. Et ce doute sur ces politiques publiques fait que les ménages n'ont pas confiance et donc épargnent de façon significative et bien plus que par le passé. Pour vous donner un exemple, le taux d'épargne en France est de l'ordre de 17% actuellement, alors que historiquement, il était plutôt au-dessus de 10%, il traînait autour de 12-13%. Donc on a un taux d'épargne particulièrement élevé et ce manque de confiance se traduit par une consommation qui est en berne. Au niveau de la dépense publique, même chose qu'aux États-Unis, elle est d'ores et déjà récessive. Au niveau du solde extérieur, le problème du ralentissement des pays émergents se traduit par des exportations en baisse pour la zone européenne. Donc c'est aujourd'hui un contributeur de moins en moins positif à la croissance. Et il nous reste le dernier secteur qui contribuait significativement à la croissance en Europe comme aux États-Unis, c'est l'investissement. Or, l'investissement aujourd'hui est en train de caler en Europe, on le voit, il s'infléchit parce que les chefs d'entreprise, devant la situation actuelle et le blocage apparent des politiques publiques, des grandes décisions, refusent à s'engager plus en avant. Ce n'est pas encore le cas aux États-Unis, la dépense d'investissement des entreprises ne chute pas aux États-Unis, mais on est au bord d'un point d'inflexion et c'est là qu'il faut commencer à se poser des questions.
on est probablement au bord d'un ralentissement de la dépense d'investissement, aussi aux États-Unis. Donc, pour résumer, ce qui a l'air de tenir à peu près la croissance aux États-Unis autour de 1,5-2 risque de disparaître en début d'année prochaine. Et en Europe, on est d'ores et déjà en récession et les choses ne vont pas s'améliorer à court terme.